Les chroniques de l'homme moderne. Une émission qui vous est proposée par Charlie Winshaw. Et le thème du jour est le Dark Web. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi. Welcome to Gunship. Et bonjour à tous, ici Charlie Winshaw pour les chroniques de l'homme moderne, l'émission qui regarde la société avec un œil louche, mais toujours clairvoyant. Et je vous informe désormais que vous pouvez réduire votre fenêtre de navigation et ouvrir grand vos oreilles, car il s'agit d'un podcast audio. What the fuck? Espace de liberté et de démocratie pour certains, empire de la débauche et du vice pour d'autres, Internet déchaîne les passions. À la fois repère de pirates, foyer de virus en tout genre et de petits haters hargneux, la toile ne manque pas d'araignées prêtes à vous piquer là où ça fait mal. Depuis l'émergence de ce nouveau média, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes obscurs se produire sur Internet. Entre vidéos trash, pornographie illégale et autres hackers fous, dans cette émission, nous allons décrypter ensemble tout ce qui constitue le côté obscur d'Internet et plonger dans les méandres du dark web. Le tout dans la bonne humeur et sans oublier de digresser un peu, parce que ça ne peut pas faire de mal après un rude combat mené contre le côté obscur de la force. Je ne voyais pas de meilleur sujet pour commencer cette émission que de parler de l'affaire Matt Podcast, qui est une affaire qui a fait beaucoup de bruit un petit peu avant que j'enregistre cette émission, et qui est, selon moi, symptomatique de plusieurs choses concernant Internet et le côté obscur d'Internet, le côté obscur de la force. Tout simplement parce que ça révèle plusieurs choses. Ça révèle, d'une part, le côté starification de gens qui n'ont aucun talent, que je dénonçais déjà dans mon épisode 2 sur la télévision et YouTube, que vous pouvez aller écouter également. Et ça dénonce également le peu de scrupules qu'ont certains YouTubeurs, hein. Ça c'est évident. Donc en fait ça fait complètement le pont entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et il y a également le problème du lynchage et des haters derrière, parce que Matt Podcast, bien qu'il y ait beaucoup de raisons de le détester, a été totalement lynché par la sphère YouTube, et par beaucoup de youtubeurs, etc. Et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, je vais revenir sur cette histoire. Alors en fait, Matt Podcast, c'est un youtubeur, un jeune youtubeur qui doit avoir la vingtaine, voire moins, qui a beaucoup d'abonnés, plus de 100 000 abonnés il me semble, et qui a tout simplement été dénoncé par un forum, le forum jeuxvideo.com, qui est bien connu des internautes, qui ont en fait repéré le fait qu'il avait tout simplement plagié mot pour mot pas moins de 7 vidéos d'un youtubeur américain et de plusieurs autres petits youtubeurs. Des youtubeurs américains qui d'ailleurs faisaient moins de vues que lui. Il a également falsifié une page Facebook, enfin volé une page Facebook à un autre youtubeur, un autre podcasteur, tout simplement en lui faisant croire qu'il allait faire de la pub pour sa page Facebook en étant administrateur, et finalement il s'est réapproprié la page Facebook pour totalement récupérer des abonnés qui appartenaient à la base à cet autre podcasteur. Donc des procédés qui sont assez malsains, j'ai envie de dire, qui n'ont rien à envier à un senior site, comme par exemple l'empereur pourrait être totalement capable de ça, s'il était sur internet. Je suis sûr que l'empereur se comporterait de la même manière. Dark Vador est un peu meilleur que l'empereur, parce que finalement Dark Vador à la fin on se rend compte que il est pas si méchant, c'est juste un petit gars qui a bobo à son petit cœur. Mais c'est vraiment des procédés qui sont assez bas. Et donc suite à ça, il y a un youtubeur qui s'appelle, donc appartenait à jeuxvideo.com, qui s'appelait Leura, je sais plus comment, qui a fait une vidéo justement où il superposait les vidéos de Matt Podcast avec les vidéos de ce youtubeur américain dont j'ai oublié le nom. C'est pas très important.
Et donc là, il y a eu un véritable lynchage, donc il a perdu des abonnés, etc. Et le dit Matt Podcast, le fameux Matt Podcast, au lieu de s'excuser platement en disant j'ai fauté, etc., il est passé à la radio. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est passé sur Fun Radio chez Koé et qu'il a été défendu par Koé parce que c'est un ancien stagiaire de Koé. Il a travaillé à la radio avec Koé. Alors du coup, Koé l'a complètement défendu. Ce qui me paraît assez cocasse et assez amusant, parce que ça montre que finalement les médias mainstream sont complètement d'accord avec le fait que cette personne-là qui n'a aucun talent plagie un autre youtubeur. D'ailleurs, le youtubeur américain en question a fait une réponse également. Je vous mettrai tout ça en description, hein, vous inquiétez pas. Et donc c'est une affaire qui est quand même... Qui, selon moi, représente un peu le côté obscur du web, même si on va pas parler que de ça, je vous rassure, on va parler de sujets encore bien plus graves dans la seconde partie, je pense, bien plus profond et bien plus hard, on va dire. Mais là, pour commencer, j'avais envie de commencer avec quelque chose de doux, et qui représente bien cette facette du web, un petit peu malsaine, on va dire, où finalement un mec qui n'a aucun talent, parce que quand il est passé à la radio, ce qui est très intéressant, c'est que comment il s'est justifié, il a dit... Ah bah oui, mais moi j'ai pas de talent d'écriture, alors je me disais que ce serait intéressant d'aller piocher ailleurs. Comme si c'était tout à fait normal. Si tu n'as pas de talent, garçon, ne montre pas ton visage, ne t'expose pas. N'expose pas ton non-talent. Hein, essaie d'abord avoir du talent ou d'abord travailler, parce que moi je crois pas au talent inné. Hein. Je pense qu'il faut travailler pour avoir du talent. Ou alors peut-être un cas sur 1000 qui n'a pas travaillé et fait un buzz pas possible. Mais je pense que le talent, ça se travaille et que, voilà. Donc, va travailler et puis après, essaie de t'exposer si tu sais faire quelque chose. Mais non, complètement lobotomisé par la télé-réalité, tout ce bordel-là, le mec s'est dit, j'ai aucun talent, c'est pas grave, je peux être connu quand même. Et finalement, c'est l'exemple que nous montre la télévision, certains podcasteurs qui arrivent à faire des millions de vues alors que finalement, ils font la même chose que les autres. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai envie de dire, la faute à qui ? Et la faute à nous, la faute à toi, la faute à moi qui regardons ces trucs-là. Alors moi, je regarde pas trop ces trucs-là, hein, même si je suis tombé là-dessus. Après, j'ai étudié le dossier, j'ai regardé ces vidéos que j'ai trouvées pas terribles, hein, je vais pas vous mentir, mais chacun ses goûts, hein, ça peut plaire à certains. Le youtubeur américain qui l'a copié, je le trouve pas terrible non plus, d'ailleurs, c'est des sujets basiques, genre je n'aime pas l'école, je n'aime pas aller à l'école, je préfère me brûler avec un fer à repasser, bref. Pas très intéressant d'après moi, mais c'est quand même super révélateur du niveau aujourd'hui de YouTube et des podcasteurs. Et le pire, c'est qu'il y a encore des petits fanboys, des petits coulol pour le défendre et dire « Oh Matt, c'est pas grave, t'es trop beau, on t'en veut pas, t'as fait une erreur, mais c'est pas grave. » C'est pas une erreur, là, c'est quand même grave de faire ça. Artistiquement, c'est le néant, quoi. Déjà, le type fait des vidéos qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais en plus, elles sont plagiées d'un autre podcasteur qui fait des vidéos pas très intéressantes comme tous les autres. Donc, c'est assez intéressant. Hein, Donc, ça devrait peut-être... ce serait bien d'avoir une réflexion là-dessus, puis peut-être que ça pourrait réveiller les gens. Donc, voilà, il y a Catchbut Cartoon Trash que je vous conseille, qui est un YouTuber créatif qui fait du cartoons sur YouTube, ce qui est pas très courant, qui a fait une vidéo là-dessus. Je vous la conseille, je vous la mets en description, évidemment. Sur Matt Podcast, qui est très 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 intéressante, très rigolote. Moi j'aime bien son humour un petit peu acidulé à la South Park, un peu virulent et parfois un peu politique même. Ça ne plaira pas à tout le monde, hein, c'est un humour qui divise. On n'est pas obligé de se marrer, hein. Il y a des sujets, des fois on se sent visé, on se dit ah mince, et là il m'en met plein la gueule, mais c'est quand même, il a une liberté d'expression qui est assez intéressante. Donc voilà pour le cas Matt Podcast qui est intéressant. Après, je pondérerai mon propos, parce que je lui en ai mis un peu plein la tête à Matt Podcast, mais c'est vrai que c'est vraiment le genre de choses qui m'énerve sur YouTube. Mais pour moi, cette personne est une victime, finalement. C'est une victime d'un système qui promeut justement ce genre d'actes qui sont pas très louables. Et au final, c'est pas si grave. Et il y a eu tout un foin derrière avec plein de vidéos pour dénoncer son truc, le lyncher, plein de pouces rouges, etc. Non, franchement, le seul cadeau que vous pouvez faire à cette personne-là, c'est de pas lui donner d'importance. Parce qu'on sait aujourd'hui que même le bad buzz est bénéfique pour ce genre de personnes. Donc, ne lui tendez pas le micro, ne l'écoutez pas, ça sert à rien. Parce qu'on nourrit finalement ce système-là et cette bassesse d'esprit, quoi. Et il faut juste l'ignorer. Moi, je dis souvent quelque chose de tout simple.
Et méditez là-dessus parce que c'est tout con. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le pire qu'on puisse donner à quelqu'un de mauvais, c'est son indifférence. Parce que si vous lui donnez sa haine, il s'en nourrira, il l'utilisera. Donner sa haine, c'est une faiblesse. Être capable d'indifférence, c'est beaucoup plus difficile. Si quelqu'un vous fait une crasse, etc., moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas toujours facile parce qu'on est des êtres humains et des fois, on est outré. Hein. Moi, quand j'ai vu cette affaire, au début, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, mais quel crétin, quel abruti. Et puis après, je me suis dit, mais attends, c'est un petit gars, il est jeune, c'est pas si grave. Ok, il a fait une connerie, mais il a tué personne. C'est pas Hitler. Hein. Donc, il faut pas le haïr, il faut laisser couler, il faut passer à autre chose, et il faut s'intéresser il y a d'autres youtubeurs qui sont géniaux. Moi, je vous en ai donné plein d'exemples dans l'épisode 2, et il y en a plein qui font des trucs géniaux. Il faut, eux, les promouvoir, partager leurs vidéos à fond, et ignorer un petit peu les autres. Après, je sais qu'ils s'adressent à des publics très jeunes, très malléables, et c'est ça qui est très triste, c'est que c'est des jeunes, c'est facile de leur vendre. INK disait ça dans une vidéo à lui, que je partageais totalement son avis sur ce côté malsain, parce qu'on s'adresse à des petits jeunes et on sait très bien que eux, tant que ça pète, tant qu'il y a des cuts partout, des blagues à la con qui les concernent parce que c'est des trucs sur l'école, sur les petits copains, les petites copines, et ils se laissent avoir, et derrière on leur met du placement produit, on leur met des vidéos tous les jours pour les rendre accros. Et c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile. On va s'arrêter là sur le cas Matt Podcast, parce que j'en ai suffisamment parlé, mais c'est quelque chose qui a fait un buzz sur la twittosphère, sur YouTube, etc. Donc je pouvais pas m'empêcher d'en parler, quoi. C'était impossible de passer à côté. Voilà. Maintenant, on va passer à d'autres sujets, parce qu'il y en a plein des dérives sur Internet. Il y en a plein. Et donc, on va parler maintenant de la violence sur Internet. La violence sous toutes ses formes. Alors... Avec Internet, la profusion de vidéos venant d'amateurs a complètement explosé, ce qui fait que n'importe qui peut poster une vidéo sur n'importe quel site. On a des sites qui se sont spécialisés dans le trash, dans l'horrible, on va dire. Et un peu comme dans le cinéma, où il y a une esthétisation de la violence. Sauf que la différence, qui est primordiale pour moi, c'est qu'au cinéma, on sait que c'est du cinéma. Hein, quand on est petit, moi je me rappelle, ma mère me disait, ou je me disais tout le temps, et ma mère me disait quand j'allais voir un film un peu gore, mais c'est du ketchup. C'était la phrase qu'on disait quand on voyait du sang, c'est du ketchup, on sait que c'est du ketchup. Donc voilà, pour dédramatiser, parce qu'on savait que c'était des effets spéciaux, du faux, etc. Sauf que sur Internet, on a affaire à des sites qui proposent des véritables vidéos. Je vais pas citer de nom justement pour pas faire de la pub à ces choses-là, mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 12-13 ans, j'étais à l'internat, et dans ma cour de récréation, on avait un camarade qui s'appelait Guy Raymond, que je salue s'il m'entend, ça m'étonnerait, mais qui était un type assez marrant, mais qui avait la fâcheuse tendance de faire tourner des vidéos sur son portable qui étaient absolument dégueulasses et qui provenaient sûrement d'Internet. Donc avec des actes zoophiles, des décapitations, des trucs pas très glamour, j'ai envie de dire. Et à l'époque, je pensais pas que ça avait un impact sur moi. Je me disais, c'est dégueulasse, mais tant pis. Et finalement, comme j'avais plutôt tendance à philosopher déjà à l'époque, j'ai toujours été un peu dans la lune, je me disais, oui, mais ça, quand même, c'est des vraies images, c'est pas des fakes, il n'y a pas de ketchup, là, il n'y a pas de ketchup. J'ai failli dire mon prénom, j'ai failli dire, il n'y a pas de ketchup. Et je me suis dit, je suis Charlie Winshaw, je m'appelle vraiment Charlie Winshaw. Donc, il n'y a pas de ketchup. Et psychologiquement, t'as pas cette barrière-là, t'as pas cette protection-là, t'as pas ce prétexte. Du coup, l'image, même si elle va être peut-être moins choquante qu'un film ultra gore, hein, moi j'ai vu des films immondes, hein, comme Cannibal Holocaust, des choses comme ça, ou des films qui s'inspirent du phénomène snuff movie, qui justement ont un lien avec le deep web, etc. Les snuff movies, c'est des films qui, on va dire, parodient la réalité, qui sont vraiment dans du trash extrême et dans de la torture et toutes ces choses-là, torture sexuelle, etc. Donc c'est vraiment le pire du pire. Et donc ouais, il y avait pas cette barrière-là, et donc je me suis dit, ouais, mais ça c'est la réalité, quoi. Et du coup, ça te donne une perception de la réalité qui est faussée,
Parce qu'au final, ce sont des vidéos qui sont dans des situations qui sont extrêmes et qu'on ne verrait pas dans toute une vie si on n'avait pas Internet, etc. C'est des choses auxquelles on ne serait pas exposé dans sa vie. Moi, c'est un cas particulier, mais j'ai déjà vu une chose gore dans ma vie. On va dire un événement réel, hein, je veux dire dans ma vie de tous les jours, qui était gore. Alors, je ne sais pas si je vais le raconter. Ça va faire peur, attention. Hein. De toute façon, on va parler de choses qui sont assez hard, hein, mais c'était en fait, donc quand j'étais à l'internat, c'était la même période en plus, ce qui est assez amusant. Enfin, non, c'est pas très amusant, c'est juste une drôle de coïncidence. Et je prenais le train pour rentrer chez moi tous les soirs. Et il y a un soir où on prend le train, donc j'étais avec des copains d'internat, etc., parce qu'il y avait plusieurs copains qui rentraient en train. Et au loin, on entend la voix d'un petit vieux qui dit « Au secours, au secours !» au secours, aidez-moi, je sais pas quoi. Donc là, c'était comme dans un film, hein. On s'est regardé, on a fait qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et on s'est rendu compte que plus haut, il y avait quelqu'un qui avait l'air coincé, si vous voulez, dans sa barrière. Alors cette histoire est complètement dingue, hein. Vous allez peut-être pas me croire, mais je vous jure que c'est la vérité. Donc on a été le voir, et il y avait un type voilà, qui avait l'air... qui était sur une échelle, il y avait une échelle, et il avait l'air coincé dans sa barrière. Juste coincé, de loin, on voyait juste coincé. Donc on va le voir, et là... on découvre une scène qui était absolument incroyable. C'est que le type s'était planté un des pics de sa barrière. Si vous voulez, c'est pas les barrières, c'est les barrières de jardin. Là. Comment on appelle ça j'ai pas le mot exact, mais c'est les barrières de jardin. Donc il y a des pieux, si vous voulez. Et le type, en fait, était en train de cueillir des abricots, ou je ne sais quoi. Et il est tombé de son échelle, et il s'est planté juste derrière le genou, un de ses pieux. Et donc il était pendu comme ça. Et donc c'était... assez gore, donc on l'a extrait du pieu, il y a quelqu'un qui a tapé sur sa jambe, il est tombé par terre et il avait tout simplement un trou dans la jambe. Donc c'était le pieu n'avait pas traversé. Hein. Donc voilà, donc c'était assez gore et contrairement à ce qu'on croit, il n'y avait pas beaucoup de ketchup. Hein, désolé pour cette formulation, mais c'était quand même assez choquant parce qu'on était dans la réalité. Et c'est pareil quand on regarde des vidéos trash sur internet. Sur des sites comme ça, c'est que on se rend pas compte de l'impact que ça a parce qu'on n'a pas le côté oui mais c'est du ketchup, on n'a pas le côté ouais mais c'est un effet spécial, c'est pas la réalité. Bah si, c'est la réalité, c'est une partie de la réalité qui n'est pas du tout représentative mais qui peut choquer à cause de ça. C'est comme les gosses qui croient aux monstres sous le lit. Bah souvent ils se cachent sous la couette, ils ont un moyen de protection. Et là il y a pas ça, donc c'est beaucoup plus choquant, donc c'est beaucoup plus dommageable. Pour les jeunes notamment, mais aussi pour les adultes. Et il y a un site par exemple, dont je ne citerai pas le nom, qui s'est amusé à justement répertorier toutes les vidéos les plus gore du net et à faire une sorte de challenge où il fallait arriver au bout. Et on a tous une curiosité malsaine, comme j'ai déjà dit, et c'est normal. Et moi c'est ce qui a fait que justement, je vous expliquerai dans la deuxième partie, que j'ai été faire un petit tour dans le Deep Web il y a quelques années, à cause de cette curiosité, quelque part. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et j'aime bien aller fouiner là où il ne faut pas. Et je me suis rendu compte qu'on a des limites quand même. On a des limites. On aime bien s'imposer ce genre d'images atroces sans se rendre compte que quand on atteint la limite, bah, c'est trop tard et finalement, ça nous a touchés et puis on ne peut pas revenir en arrière, ça nous a choqués et puis... Et voilà, et finalement, bah, ça ne nous apporte pas que du bien. Moi, je crois un peu au karma, hein, et quand on est exposé à des mauvaises choses, bah, on pense des mauvaises choses, et on fait des mauvaises choses, et il nous arrive des mauvaises choses, parce qu'on s'est mis en danger. Après, je ne suis pas là pour faire la morale, il y a des gens beaucoup plus forts mentalement que d'autres. Ça, c'est une évidence, il y a des gens fragiles et il y a des gens moins fragiles. Les gens qui travaillent à la police, qui font des enquêtes, etc., qui voient des morts toute la journée, ils sont blindés. Mais je peux vous assurer qu'ils n'ont pas une vie spécialement normale et que ça les travaille de temps en temps, parce que c'est impossible d'être exposé à des images comme ça et que ça t'influence pas. C'est comme les gens qui disent les pubs, moi je m'en fous. Non, forcément ça s'immisce. C'est fait pour, hein, c'est étudié pour. Les pubs en l'occurrence, c'est un autre sujet, mais c'est étudié pour, justement, il y a des neurologues, etc. qui s'y intéressent. C'est étudié pour que ça vous influence, sans que vous vous en rendiez forcément compte. C'est comme quand on met les produits les plus chers en haut et les produits moins chers en bas. C'est subliminal tout ça. Mais on sait très bien que ça fonctionne. Voilà. Donc, ça c'est un autre sujet. Donc il y a la violence des images, etc., qui est dangereuse et sur lequel jouent beaucoup de sites internet parce que ça rapporte des clics, parce que les gens adorent ça. Alors oui, pourquoi on aime voir les autres souffrir ? C'est une bonne question.
Parce qu'on se dit déjà, ça nous rappelle à quel point on est vivant, ça nous rappelle à quel point aussi la vie peut être éphémère parfois et peut basculer en un instant, et à quel point les choses peuvent devenir terribles. Il y a aussi un côté, j'avais lu quelque chose qui expliquait qu'en fait ils avaient étudié les effets sur le cerveau, et qu'il y a un effet de catharsis qui fait que en fait, ça produit de l'endorphine, l'hormone du plaisir. Parce que tout ce qui est interdit, tout ça, ça nous excite. Donc ça produit une excitation. Et chez les jeunes, ça peut leur faire du bien, parce que ça peut, voilà. Il n'y a pas que les jeunes, d'ailleurs, chez tout le monde. Hein. Pourquoi on va voir un film d'horreur, pourquoi on va se faire peur ? Parce que ça produit de l'excitation. Et qu'après, on se sent libéré de quelque chose. Libéré d'une violence. On n'a plus envie de violence. On a pris... vous savez, c'est comme après une bagarre. Souvent, les mecs se fument une clope pour se calmer. Parce qu'ils ont tout lâché. Et du coup, après, ça les calme. Ça les détend. Donc, ça peut être plus enrichissant, je pense, d'être capable de calmer justement cette excitation par d'autres moyens. Hein. Moi, par exemple, le sexe, c'est plus sain. Hein. Si vous avez une copine, faites l'amour quand vous êtes un peu énervé. Puis après, ça va vous détendre tout aussi bien. Ou alors par la méditation. Posez-vous, calmez-vous avec autre chose, etc. Bon, après, là, pas pour les films d'horreur et tout. Hein. Quand il y a du ketchup, c'est pas grave. Moi, je parle vraiment des vraies vidéos trash. Et je pense que là, ça sert à rien de s'imposer ça. Sérieusement, c'est pas utile. C'est pas utile. Autant rester cool. Donc voilà. Et malheureusement, les sites jouent là-dessus. Parce que ça rapporte. Et c'est toujours pareil. Hein, si ça rapporte, on le fait. Et qu'importe si c'est bon ou pas, on en a rien à foutre. L'important, c'est de récupérer un peu de thunes là-dessus. Et encore une fois, c'est dommage, mais c'est comme ça, et faut faire attention à ça. Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc, il y a cette violence-là, il y a la violence du lynchage, on en a parlé un peu avec Mad Podcast, mais il y a eu tout un tas de gens qui se sont fait lyncher sur Internet, et je trouve ça aussi un petit peu abusif, parce qu'au final, comme je disais tout à l'heure, autant être indifférent. Moi, je me rappelle au début des années 2000, parce que moi, j'ai connu les débuts de YouTube. Et oui, moi, je suis un vieux bonhomme. Je suis un vieux de la vieille, moi j'ai pas mal bourlingué sur le net. Hein. Et j'ai connu les débuts, et les skyblogs et tout ça, et je pense que les gens qui étaient sur internet dans les années 2000, qui étaient gamins dans les années 2000, savent de quoi je parle. Les skyblogs, les forums, tout ça, jeuxvideo.com, etc., qui apparemment a encore de l'influence, que je savais pas, ce que j'ai appris avec Mad Podcast. Et il y avait, au début des années 2000, il y a eu ces phénomènes de lynchage, notamment avec des rappeurs. Moi, je me rappelle surtout de Bilal du 92, que je vous invite à regarder sa vidéo, qui est un jeune homme qui fait un rap pitoyable, mais vraiment un truc nul à chier. Il y a pas d'autre mot. Bilal, Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92, FAR, y a rien à faire. Ouais, je regarde ta tête et ta touffe de mouton. Généralement, tout le monde dit que t'as une tête de con. Et il s'est mangé un lynchage pas possible sur le net. Ça a été vraiment un des premiers comme ça à se faire démonter. Et s'en est suivi Amandine du machin. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Il y a eu Morseille aussi, Morseille. Sucez-moi la bite. Cliquez, bande de salopes. Laissez des commentaires, bande de salopes. Je sais pas s'il est encore connu, mais qui était un type qui insultait tout le monde sur internet. Donc lui, il avait cherché, c'est-à-dire qu'il insultait tous ceux qui l'insultaient. Donc la haine nourrit la haine, c'est toujours pareil. Comme Yoda le disait en début d'émission, la peur mène à la colère mène à la haine mène au côté obscur de la force. Pourquoi il dit la peur ? Pourquoi la peur ? Pourquoi la peur mènerait à la haine ? Ah, bonne question. Eh ben, je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on a peur de l'autre, quand on a peur de soi-même, quand on est mal envers soi-même et on est mal envers les autres parce qu'on a peur, eh ben on devient haineux pour se protéger. Et c'est là l'erreur, je pense, parce que l'indifférence peut justement beaucoup mieux protéger que la haine. Parce que la haine, elle répond à la haine. Quand on haït quelqu'un, cette personne le ressent et va en retour vous haïr, parce qu'elle va se sentir agressée, parce que quand on se sent agressé, on n'a pas d'autre choix que de se défendre. Or, si vous êtes indifférent à la haine, bien souvent vous vous en sortez beaucoup mieux avec moins de cocards que si vous répondez à la haine. Parce que la haine est un cercle vicieux. Comme l'amour est un cercle bénéfique, quand on aime, on reçoit de l'amour souvent. Sucez-moi la bite. Cliquez, bande de salopes. Laissez des commentaires, bande de salopes. Et quand on haït, on reçoit de la haine.
Donc la meilleure stratégie, la plus intelligente et la plus fine, d'après moi, c'est d'être indifférent face à la haine. C'est notamment la théorie de non-violence de Gandhi. Gandhi, qui est quand même le seul, je crois, dans l'histoire, à avoir fait une révolution pacifique qui ait fonctionné par la désobéissance civile, etc. Je vous renvoie à vos cours d'histoire, il faut s'intéresser à Gandhi parce que ça peut vous servir dans votre vie personnelle et dans votre rapport aux autres, etc. Gandhi était un grand homme. Donc vous voyez, j'arrive à parler de non-violence quand même dans la violence, parce que je suis contre la violence, malgré tout. Je comprends que ça intéresse, et moi j'adore Tarantino et j'adore la violence dans la fiction, mais dans ma vie de tous les jours, j'essaie de bannir la violence, même si c'est difficile, parce que c'est un combat envers soi-même. Et son pire ennemi, c'est toujours soi-même. Voilà pour la petite partie philosophique, suite à tout ça. Et donc voilà, donc tous les haters, etc., le phénomène haters est apparu comme ça dans les années 2000 avec Bilal et tout ça. Et je trouve ça un peu dommage et un peu facile, et je sais que ça fait du bien à plein de gens, mais c'est mauvais, et ça peut se répercuter dans la vie réelle parce que il y avait des rumeurs comme quoi Bilal s'était suicidé. Je ne sais pas si c'est vrai, j'espère que non, mais c'est totalement possible, et on a eu des vrais cas de suicide, notamment avec des petites meufs sur Facebook ou des petits gars sur Facebook, avec du harcèlement sur Internet, via Facebook ou via les réseaux sociaux. Je dis Facebook, mais c'est tous les réseaux sociaux, même, voilà. Et par exemple, le cas banal de la meuf qui sort avec un gars, et ils se séparent, et le gars se met à raconter toutes les cochonneries qu'ils ont fait ensemble, alors que ça devrait rester dans la vie privée. Ou autre exemple typique, c'est une photo de quelqu'un je sais pas, par exemple dans une soirée, qui fait un truc pas très catholique, et on va balancer ça sur les réseaux sociaux, sur les portables. Ça, il faut bien savoir que n'importe qui peut se retrouver dans une situation comme ça. N'importe qui, que vous soyez super populaire ou que vous soyez le loser de la classe, comme on dit, entre guillemets, selon les normes, parce que pour moi, il n'y a pas de loser et il n'y a pas de gens qui réussissent, il y a juste des tyrans et des gens qui se font tyranniser. Pour moi, le plus gros loser, c'est le tyran, parce qu'il a perdu son combat face à lui-même. Quelque part, il a perdu son combat contre sa propre humanité. Alors que le tyrannisé, il a perdu son combat face aux autres. Mais il n'a rien demandé à la base. Donc pour moi, le vrai perdant, c'est le tyrannique. Et souvent, le tyrannique peut devenir un tyrannisé. Parce que souvent, ceux qui foutent le bordel au lycée ou ceux qui font les cons au collège, lycée, c'est ceux qui n'auront pas leur bac. C'est ceux qui n'arriveront pas ensuite, par la suite, à gérer. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai été ce tyran. J'ai même été un tyrannisé, puis un tyran, puis tyrannisé par moi-même. En me disant, mais pourquoi t'es devenu comme ça alors qu'au final, tu vois, toi, t'as galéré et après, tu fais chier les autres. Tout ça, ça fait réfléchir. Parce que quand tu vois plusieurs facettes, tu réfléchis. Tu réfléchis à l'impact de la violence et à ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Et la violence, ça apporte rarement de bonnes choses. Et je parle de la violence, encore une fois, réelle. Je parle pas de la violence dans les fictions, etc., qui n'a rien à voir, d'après moi. Parce que c'est une fiction, c'est de l'art. Et dans l'art, on peut se permettre justement, parce que la violence fait partie de la vie, on peut se permettre justement de l'esthétiser, etc., comme dans les films de Tarantino où ça gicle de partout et c'est limite joli, mais on sait que c'est du fake, on sait que c'est du faux, et on sait que c'est l'art. Et l'art peut se permettre des choses que on ne ferait pas dans la vie réelle. C'est pour ça que je suis pas non plus là à dire, comme beaucoup, ouais, GTA, il faut pas y jouer avant 18 ans, je sais pas quoi. GTA, c'est vachement dangereux, les jeux vidéo, c'est super dangereux pour la violence des jeunes, tout ça. Non. Moi, ce qui est dangereux pour moi, c'est les images réelles, où justement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas cette protection. On n'a pas la protection mentale de dire c'est du fake. Ça, c'est dangereux. Et évidemment, certains, si on rentre dans les extrêmes, parce que si vous faites regarder un film interdit moins de 18 ans à un gamin de 6 ans, évidemment que lui, il n'a pas le recul pour se dire que c'est du fake. Et même à 12 ans, voilà, il faut y aller en douceur. Donc je suis totalement pour l'interdiction, moins de 12 ans, 16 ans et tout ça, ça me paraît logique. Même si au niveau de la pornographie, je trouve que c'est un petit peu hypocrite, parce qu'on sait très bien que les jeunes, déjà la moyenne d'âge du premier rapport sexuel, ça doit être 16, premier rapport, pas forcément pénétration, ça doit être 15-16 ans. Donc ils envoient des trucs, les gamins maintenant, c'est pas possible. Donc interdire au moins de 18 ans de porno, bon, c'est pas... Moi je l'interdirais au moins de 16 ans, quoi. Un truc comme ça. Mais bon, ça c'est un avis personnel, après c'est pas non plus primordial. Donc voilà, donc ça c'est une des dérives du net, la violence. Et il n'y a pas que ça.
il y a aussi la violence, entre guillemets, liée au sexe. Et je parlais tout à l'heure donc de ces histoires dans le lycée, de la gamine qui est sortie avec un gars qui a tout balancé et qui ensuite s'est suicidé ou a fait une grosse déprime. Il y a le revenge porn, qui était un phénomène qui est né aux États-Unis, qui est un type qui avait décidé, parce que comme je disais, tout ça, ça fait vendre, hein, donc pourquoi pas, qui est un type qui avait décidé d'ouvrir un site basé sur ça, basé sur finalement les vidéos amateurs balancées des petites copines et tout ça. Et le type s'est fait enfermer en prison. Il a eu une grosse amende, il a fait de la prison, ce qui est totalement normal, parce qu'il montrait les visages de ces personnes-là sans les flouter, et même parfois donner leur adresse, etc. C'est quand même vachement bas et vachement vicieux de faire ça, quoi. C'est genre mettre les gens au milieu de la place publique pour qu'ils se fassent lapider, quoi. C'est au même niveau, hein, sauf que c'est sur Internet. Donc ça, c'est une des dérives du côté obscur du web. Et donc à ce propos, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il faut faire très attention à ça. Il faut, quand on envoie des sextos, etc., à des petits copains ou des petites copines, hein, il faut pas le faire. Ça sert à rien. Autant garder dans le privé ce qui est le privé, dans le réel ce qui est le réel, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si on est fou amoureux, genre on a 15-16 ans, on croit toujours que le premier amour c'est l'être parfait, etc. Parce qu'en général on idéalise. On idéalise à fond la personne aimée, on croit que notre premier copain, notre première copine, elle est parfaite, elle nous fera jamais de crasse et tout. Mais il faut pas faire ça parce que c'est dangereux, que ça peut se retourner contre nous à n'importe quel moment. Il vaut mieux garder nos petits secrets entre nous dans la sphère privée et réelle. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, ça c'était pour les conseils de grand frère Charlie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie-là. Et on va passer dans la seconde partie à quelque chose de peut-être plus hard et plus obscur. On va parler notamment des hackers, des black hats et des white hats. Si vous ne savez pas ce que c'est, on l'expliquera dans la deuxième partie. Et en attendant, en guise d'intermède, comme d'habitude, un texte de mon cru, d'un très bon ami à moi qui s'appelle Efkins Darso et avec qui j'ai beaucoup de points communs. Je n'en dirai pas plus. C'est un texte qui s'appelle Eldorado et qui parle d'un jeune homme qui est dans une situation légèrement fâcheuse. Allez, je vous laisse et on se retrouve tout de suite après. Cours, mon fils. Cours. Il y a cette voix qui résonne sans cesse dans ma tête. Elle a juste dit cours, comme elle m'avait dit de marcher une 20aine d'années auparavant. Alors j'ai obéi, et j'ai couru. Un coup de feu avait retenti dans le désert. Un sifflement aigu me transperça les tympans. Et puis il y eut l'écho, qui répéta sans cesse le même refrain. Le petit attroupement d'hommes, de femmes et d'enfants se dispersa dans une cohue indescriptible, mélange chaotique de pleurs et de cris déchirés. Le vacarme s'estompa peu à peu, laissant place à une inquiétante quiétude, à peine couverte par le souffle du vent. Je me retournai en balayant l'obscurité avec le faisceau lumineux de ma lampe torche et constatai avec soulagement qu'elle était encore debout, à quelques pas de là, un peu plus haut sur la colline. J'allais lui demander d'accélérer le pas, mais une nouvelle explosion retentit, me coupant net dans mon élan, comme si un coup de tonnerre venait s'abattre sur ma poitrine. Par chance, la balle n'avait fait qu'effleurer son corps, mais cela avait suffi à perturber sa course et à la faire trébucher. Elle tituba un moment entre les touffes d'herbe calcinées et les morceaux de roches calcaires, avant que fatalement elle ne s'écroule au sol. Dans la chute, sa jambe heurta violemment une pierre, une simple pierre, sans doute posée là depuis la nuit des temps sur le sol argileux de ce no man's land. Un vulgaire caillou qui avait pourtant semblé jaillir hors de terre dans l'unique but de lui asséner cette ultime croche-patte. L'os du genou céda dans un craquement effroyable, perfora sa chair comme une lance macabre et lui arracha au passage un cri de douleur qui me fit frissonner au plus profond de mes entrailles. J'accourais tête baissée dans sa direction afin d'éviter d'être touché par une autre balle perdue, mais il était trop tard. Elle le savait, je le savais aussi. Alors, d'un simple geste de la main, elle me fit signe de continuer sans elle. Pourtant, je ne pus obéir cette fois-ci et je restais là, immobile, totalement abasourdi par la tournure qu'avaient pris les événements. Tout cela ne dura l'espace que d'un instant.
Ou plutôt devrais-je dire l'espace infini qui semble exister entre deux instants charnières dans la vie d'un homme. Et puis le halo des projecteurs était venu éblouir ses grands yeux noirs. Je vis alors se dessiner sur son visage une expression nouvelle. Quelque chose dans ce regard si familier me semblait à présent étranger. Dans ces deux grands yeux vertigineux, je pouvais lire l'expression d'une peur naissante, une peur qui se muait peu à peu en une fatale résignation. Elle avait le regard d'un animal pris au piège dans une mâchoire d'acier. Oui, un animal qui admire impuissant sa progéniture s'enfoncer dans une forêt sombre et hostile. Elle me l'avait souvent dit pourtant, que l'homme est un loup pour l'homme. Au loin, la voix menaçante d'un homme se fit entendre, saturée par le son grésillant d'un mégaphone. Tétanisé par l'effroyable spectacle qui se jouait sous mes yeux, je ne prêtais guère attention à ce que l'homme hurlait, mais il me semblait aboyer quelque chose dans une langue qui m'était étrangère. Une autre détonation, sèche et pure, retentit soudainement, ce qui eut pour effet de me faire sursauter et de m'arracher à cette brève léthargie. La balle ne se perdit pas cette fois-ci, et elle a frappé de plein fouet son abdomen. Ce ventre qui m'a vu naître, je le vis périr sous mes yeux. Ce ventre qui m'a vu naître venait d'accoucher d'une ogive d'acier. Une nuée de chair et de sang rougeâtre pulvérisa le bleu sombre de la nuit, souillant au passage la sphère blanche de la lune. C'était ma chair, mon sang en vérité qui jaillissait en direction de mon visage pétrifié d'horreur. Je peux encore sentir les chaudes larmes d'hémoglobine se déposer au creux de mes yeux. Regarde maman, pensais-je, comme je pleure ton sang. Regarde, comme je pleure la folie de tes enfants. Le soleil s'est depuis longtemps levé sur ce paysage d'apocalypse. Et pourtant, toujours je cours. Vers qui, vers quoi ? Peu m'importe à présent, puisque tous les horizons portent désormais les couleurs pourpres de la mort. C'est comme si j'étais déjà passé de l'autre côté. Je traîne ce corps sans âme, sans vie sur le sable rouge et bouillant du désert. Mes pieds me brûlent, ma peau est desséchée et mes lèvres gercent sous ce soleil de plomb. J'ai faim, j'ai soif, et étrangement j'ai froid. La croix que je porte a la forme d'un sac à dos rempli de babioles et de misère. Enfin le voilà, le mur de toutes mes lamentations. Un grillage couronné d'épines d'acier prêt à me lacérer la peau. Je suis coupable aux yeux des hommes d'être né du mauvais côté d'une frontière, là où il n'y a plus que ruines, pleurs et prières. Drôle de calvaire, drôle de Golgotha. C'est donc à ça que ressemble l'enfer ? À quoi bon me poser toutes ces questions maintenant ? De toute façon, il est trop tard, et je ne veux plus jamais avoir à regarder derrière moi. Alors je cours, inlassablement, avec pour seul espoir celui de pouvoir un jour franchir ce mur, fouler cette terre qu'on m'a promise il y a quelques semaines, en l'échange d'une poignée de billets froissés. Elle m'appelait Issa. Pourtant, je ne marche pas sur l'eau, pas plus que je ne fais de miracle. La vérité, c'est que je ne serai jamais le sauveur pour qui que ce soit. Moi, je ne fais que courir, comme nous tous, à la recherche de l'Eldorado. Voilà, on va passer à la partie 2 avec, on va commencer par parler des hackers et des pirates. Parce que pour beaucoup, c'est une des parts sombres du web, le piratage et le hacking. Mais vous allez voir que finalement, tout n'est pas si morose dans ce petit monde-là. Et on va commencer notamment par les hackers, qui, dans l'imaginaire populaire, sont des gens dangereux qui s'immiscent dans vos PC pour les détruire, vous envoyer des virus, vous observer, ce qui est vrai, ça existe. C'est ce qu'on appelle les black hats, ce qui veut dire tout simplement les chapeaux noirs. Ce sont des hackers qui ont des buts malsains et mauvais. Et comment contrer ça ? C'est pas évident. Il faut télécharger un maximum d'antivirus, un anti-malware. Moi, j'ai minimum 3 choses. J'ai CCleaner pour nettoyer le PC, un anti-malware, un anti-virus et ne pas hésiter à se faire aider, etc. Moi, je suis pas expert dans ce domaine-là, je vous rassure, je ne suis pas un hacker.
mais il faut se protéger au maximum parce que ça existe et que c'est de plus en plus simple. C'est de plus en plus simple, par exemple, de pirater une webcam. C'est de plus en plus simple de savoir l'adresse IP de quelqu'un, il n'y a rien de plus simple. Et ensuite de s'immiscer via des logiciels, etc. Chez quelqu'un. Donc n'hésitez pas, notamment un petit truc moi que je fais, qu'on peut tous faire, c'est tout simplement, quand la webcam est fermée, mettre quelque chose dessus, un petit papier, quelque chose, ou tout simplement la poser par terre. Alors évidemment, quand la webcam est intégrée au PC, c'est plus compliqué, mais c'est une petite sécurité. Bon, on pourra toujours entendre ce que vous dites, ou débrancher si on peut, mais en général, c'est derrière le PC, c'est un peu galère. Donc ça existe totalement. Mais moi, je voudrais m'intéresser aux white hats, parce que ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est les hackers qui œuvrent pour le bien commun. Et oui, ça existe. Alors, on en parle beaucoup moins dans les médias mainstream, beaucoup moins dans les films, mais ce sont les gens, par exemple, qui ont créé Firefox, qui est un site internet, un navigateur de recherche en open source, donc qui peut être modifié, etc., et qui lutte justement pour plus de liberté et plus notamment de respect de la vie privée en ne donnant pas les informations. Parce qu'il faut savoir que Google récupère des informations sur nos recherches et c'est ce qui leur permet par la suite de cibler notamment les publicités, etc. Donc, ce qui n'est pas très éthique. Encore une fois, l'éthique quand il y a de l'argent, c'est pas la première chose à laquelle on a envie de s'intéresser. L'éthique s'achète avec un certain prix. Moi j'ai un théorème, c'est que n'importe quelle éthique et n'importe quelle morale peut être détruite à partir d'un certain prix. Il suffit d'y mettre le prix et puis l'éthique et la morale passera au second plan. Donc voilà, je vais vapoter un petit peu, vous m'excuserez. Je me détends, on est dans la partie 2, on va passer à quelque chose de plus dur. Alors je me permets de vapoter un peu. Oui, je vapote. Est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je me sens mieux qu'avec la clope. Voilà, un petit hors-sujet, ça ne peut pas faire de mal. Et donc, les white hats sont également ceux qui ont créé justement beaucoup d'antivirus. Et oui, ce sont des white hats, des programmeurs doués là-dedans, qui savent justement repérer les virus, etc. Parce que ceux qui créent les virus sont donc les black hats, et ceux qui soignent les virus sont les white hats. Ce sont aussi les white hats, les gens de Wikileaks. Wikileaks, j'en ai pas encore parlé. Wikileaks, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui fonctionne un peu comme sous le même thème que Wikipédia, donc avec ce qu'on appelle une application qui s'appelle Wiki et qui permet de partager les informations de façon anonyme, etc., pour notamment dénoncer des malversations politiques, par exemple. Il y a eu le cas des écoutes téléphoniques de grands dirigeants français par les États-Unis, par la NSA, donc l'agence gouvernementale de renseignement américaine, de Nicolas Sarkozy, François Hollande, jusqu'à Jacques Chirac, donc ça remonte à loin, et d'Angela Merkel aussi, il me semble, mais à vérifier. Il y a eu aussi le cas des bavures, c'est le cas le plus connu de Wikileaks, c'est les bavures qu'il y avait eu lors de la guerre en Irak, notamment une vidéo qui avait circulé où on voyait l'armée américaine tuer des civils. C'est Wikileaks qui l'avait sorti. Il faut savoir aujourd'hui que le fondateur de Wikileaks, qui est Julian Assange, est retranché dans l'ambassade d'Équateur en Angleterre parce qu'il a été accusé de viol, qui est une affaire totalement erronée, totalement fausse. Il a été accusé de viol parce qu'il a couché avec une jeune femme sans mettre de préservatif. Ce qui, en Suède, son pays d'origine, serait considéré comme un viol. Donc rien que pour ça, il est recherché partout. Autant vous dire que c'est un prétexte pour l'attraper, parce que quand on dénonce l'armée américaine, on ne se fait pas que des amis. Quand on dénonce les malversations de certains gouvernements, on ne se fait pas que des amis. Et on n'en parle pas assez alors que c'est un scandale immense et une atteinte à la liberté d'expression et au droit pour le peuple d'être au courant des affaires un peu secrètes, etc. Il y en a qui diront que quelque part ça met aussi en danger tout ce qui est secret défense. Et évidemment le secret défense parfois est nécessaire parce que dans un pays on doit pouvoir se défendre légitimement, etc. C'est un argument, certes, mais de là à, si vous voulez, criminaliser quelqu'un qui œuvre pour la liberté d'expression et qui dénonce des bavures, parce que ce sont des bavures, et je ne pense pas que ça porte atteinte à la nation tout entière de dire qu'il y a une bavure à ce moment-là. Il suffit de punir les personnes incriminées, ou alors en tout cas de mener une enquête, de ne pas étouffer l'affaire, et c'est beaucoup plus serein, quoi. Donc voilà un white hat connu, Julian Assange. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, il y a eu tout un tas de films. On a Snowden,
qui via Wikileaks a pu discuter avec ces gens-là et sortir l'affaire des informations que prenait la NSA, donc l'organisation de renseignement américaine, qui prend toujours, je suppose, un tas d'informations sur ses utilisateurs, qui permettent notamment de tracer vos paiements, les sites que vous avez consultés, etc. Donc en totale négation de la vie privée. Il a sorti ça, Edward Snowden, et pareil, Edward Snowden aujourd'hui est interdit de poser le pied sur le sol américain et est réfugié je ne sais où. Donc c'est des gens qui sont obligés de se planquer parce qu'ils sont en danger de par leur excès de liberté d'expression et leur esprit quelque part de justice démocratique. Donc voilà, donc ça c'est les whiteouts dont on parle très peu et qui sont très utiles, qui fabriquent les antivirus, qui ont fabriqué Firefox, qui ont aussi fabriqué, et là on va en venir à un sujet plus obscur, des logiciels comme Tor, qui est un logiciel qui permet justement de naviguer de façon totalement privée via un système d'oignons. Alors c'est un petit peu complexe, mais si vous voulez, votre adresse IP, c'est votre adresse, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est l'adresse IP, mais je vais préciser, c'est comme votre adresse de domicile, c'est le domicile de votre PC, c'est là où est votre PC, on peut retrouver géographiquement où il est grâce à cette adresse IP, etc., etc. On peut pratiquement vous retrouver. C'est une deuxième adresse, tout simplement. Donc le système d'oignon permet, si vous voulez, de vous couvrir sous plusieurs adresses IP, et de vous planquer en fait, que votre adresse IP ne soit pas retraçable, donc de naviguer de façon totalement privée. Et alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Est-ce que ça sert simplement à protéger son identité sur Internet et sa localité? Eh bien pas que, ça sert aussi à aller sur ce qu'on appelle le web profond ou encore le deep web. Alors ça c'est un grand sujet. Il y a énormément de légendes sur ce monde-là. Qu'est-ce que c'est que le Deep Web? Le Deep Web, c'est la face émergée de l'iceberg. Sur Internet, on n'a que 4% du contenu réel sur Google. Quand on va sur Google, on pense toujours que Google, on peut aller où on veut et que c'est génial et qu'il y a toutes les informations du net. Non, Google, c'est genre 5% des pages qui existent. Il y a tout un tas de pages qui ne sont pas référencées pour plein de raisons. Pour quelles raisons? C'est ça qui est intéressant. Pour quelles raisons ne sont pas indexés ces sites? Eh bien, soit parce que c'est des sites qui sont trop violents, etc. Soit c'est parce que c'est des sites qui ne veulent pas être indexés, généralement. Donc parce qu'ils ont des caractères violents, sexuellement répréhensibles, moralement pas normal, mais aussi parce que c'est des sites, par exemple, qui vont vendre de la drogue ou vendre des armes. Tout ce qui est interdit sur le web normal, c'est-à-dire le web classique, se retrouve dans le deep web. Donc voilà, donc c'est un petit peu un continent caché du web, et du coup ça excite un peu les curiosités. Et il y a tout un tas de légendes et de mythes sur ce fameux deep web. Ça me fait penser un peu à l'île au trésor, hein, c'est vraiment le mystère, etc. Parce que c'est un endroit méconnu et où on peut trouver de tout et n'importe quoi. Et les snuff movies, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, mais là je vais développer, s'inspire notamment du deep web. Les snuff movies, qu'est-ce que c'est? C'est des films, comme je disais, qui parodient la réalité, dans le sens où c'est souvent tourné comme des found footage, donc des vrais films amateurs, où on va avoir affaire à des tortures atroces. Il y a un film qui s'appelle A Serbian Film, que je vous conseille pas, que j'ai trouvé totalement dégueulasse et hors de propos, parce qu'en plus, à la limite, s'il y avait eu une réflexion derrière, mais j'ai pas trop trouvé la réflexion, à part le fait de choquer pour choquer. C'est un film absolument atroce qui se termine par une scène que j'ai trouvé dégueulasse. Je pense que plein de gens vont aller le voir là, comme j'en ai parlé, mais c'est un film assez horrible. J'ai pas réussi à tout regarder d'ailleurs. J'ai regardé des extraits et j'ai trouvé ça un petit peu poussé. C'était vraiment le trash pour le trash, quoi. Et donc c'est inspiré du deep web parce que sur le deep web il y aurait des vidéos, comme je parlais tout à l'heure, que montrait le fameux Guy Raymond, qui sont un petit peu extrêmes. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, je vais vous dire, moi j'y ai été pour aller vérifier, pour aller voir si tout ce qu'on disait était vrai. Parce que j'avais entendu une émission de radio, je crois sur France Inter, qui parlait du deep web à l'époque, et que ça m'avait intéressé, et que curieux comme je suis, honte à moi, mais je suis trop curieux, je m'étais dit, je vais aller voir si tout ça c'est vraiment vrai. Donc évidemment, il y a aussi la pédopornographie dessus, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a de la pédopornographie, donc il y a tout ce qui est répréhensible sexuellement, au niveau de la violence, etc., etc.
Donc je vais vous raconter cette petite histoire. Alors moi j'y étais allé sur ce fameux Deep Web, donc un soir où je n'avais vraisemblablement rien de mieux à faire, donc j'avais téléchargé tout ce qui permet de naviguer là-dessus. Et alors je vous le déconseille pour plusieurs raisons, hein. Ce que j'ai fait était stupide. D'une, parce que vous allez tomber sur des trucs que vous n'avez pas forcément envie de tomber. De deux, parce que vous pouvez aller choper les pires virus de la Terre sont là-dessus, puisque c'est aussi là où vont les hackers. Et encore une fois, les bons hackers aussi vont là-dessus, parce que ça permet de garder une certaine... comment dire ? Si on sait y faire, ce qui n'est pas mon cas parce que je ne suis pas un expert, on peut garder son identité sauf, etc. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais voilà, on risque de choper des virus, etc. Donc moi, je m'étais dit, je vais y aller juste une soirée ou une nuit. Je vais faire que ça et je vais voir si c'est vrai ce qu'on raconte. Et ensuite, je n'y toucherai plus jamais. Chose que j'ai fait, mais qui a été accélérée par un événement. Donc je vais sur le Deep Web. Alors c'est très compliqué à comprendre, hein. Il y a une liste en fait qui permet d'avoir tous les sites non référencés en fonction de ce qu'on cherche. Donc vous avez les sites, il y a les sites de vente de drogue, il y a les sites politiques. Donc notamment les dissidents politiques qui veulent pas se faire attraper et qui veulent dire ce qu'ils veulent, ils vont là-dessus. Il y a même un Facebook spécial là-dessus, un Facebook spécial Deep Web, et des sites plus obscurs qui vont proposer soit des films atroces, des films réels, hein, des snuff movies, comme par exemple la vidéo de Lucas Rocco Magnotta, qui était un serial killer qui avait assassiné un Chinois à coup de pic à glace. Donc on retrouve cette vidéo-là, que je n'ai pas vue, hein, je n'ai pas trouvé. Je l'ai cherchée, hein, je me rappelle, mais je ne l'avais pas trouvée. Donc voilà. Et enfin bref, c'était atroce. Et alors, j'ai mis longtemps à trouver des trucs un peu trashouilles. Mais je suis tombé sur un site donc, qui était donc, sur les trucs trash, violents et tout. Je précise que j'étais plus jeune, hein. Donc j'avais ce côté, j'étais pas aussi raisonnable qu'aujourd'hui. Alors je suis pas vieux, hein. Je vous dirai pas mon âge, mais je ne suis pas vieux. J'ai moins de 30 ans. Donc voilà, et j'étais tombé donc, sur un truc trash, tout ça. Donc au début, il y avait des petites vidéos, machin, j'ai pas compris. Et je me rappelle notamment d'une vidéo qui provenait d'une... J'avais jamais vu ça sur Internet, même Guy Raymond n'avait pas ça, qui provenait d'une webcam piratée. Donc, c'était une vidéo atroce. Je vais pas détailler tout simplement parce que ça sert à rien. C'était une vidéo de maltraitance d'une gamine. C'était une vidéo, donc c'était une webcam piratée et il y avait de la maltraitance d'une gamine. C'était la vidéo qui m'a choqué. J'avais vu d'autres vidéos, hein, mais celle-là, je vous en parle justement parce que c'est une des vidéos qui m'avait marqué, qui m'avait choqué. Je me dis, c'est pas possible, c'est un fake. Mais ça ressemblait pas à un fake, ça avait l'air réel. Et apparemment, donc, c'était une webcam piratée ou une caméra de sécurité. Mais c'est impressionnant de se dire que les types sont capables de faire des choses pareilles. Donc j'avais vu ça, j'avais été un peu trauma. Et donc j'avais vu des petites vidéos comme ça, machin, voilà, je m'étais dit ok, je vais pas rester longtemps, je vais m'arrêter. Ça m'avait calmé déjà, cette vidéo m'avait bien calmé, avait bien calmé ma curiosité, hein, je me rappelle. Donc j'avais été voir aussi les sites de vente de drogue et tout, c'est incroyable, il y a de tout, on peut acheter. Et il y a un système qui s'appelle le Bitcoins, qui en fait... qui, alors si j'ai bien compris, qui remplace le dollar, c'est une sorte de devise. Donc un bitcoin, je crois que ça fait $230 et des cacahuètes. Et voilà, ça permet d'acheter soi-disant, on va dire anonymement. Et ça, c'est pareil, il faut faire attention, parce que je dis anonyme, mais s'ils sont capables de retrouver, s'ils vous cherchent, ils vous trouvent, hein, les autorités. Donc s'ils sont capables de retrouver des gens dangereux, des terroristes, etc., qui traînent sur le net, croyez-moi que vous n'êtes pas non plus totalement en sécurité là-dedans, hein. Disons que c'est vendu comme un endroit où on peut faire ce qu'on veut anonymement, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et à mon avis, il y a beaucoup de white hats qui sont des policiers qui doivent traîner là-dedans justement pour essayer de choper ceux qui, les pédophiles ou les gens qui vendent de la drogue ou des armes, je pense. Donc voilà. Et donc j'avais vu cette vidéo, donc j'avais été un peu calmé, hein. Je m'étais dit oui là. Donc c'est vrai, il y a vraiment des vidéos hardcore. Donc encore une fois, je rentre pas dans les détails, mais la vidéo était hardcore. Parce qu'à force de me promener, je suis tombé sur des trucs dégueulasses. Et je croyais être blindé à l'époque, parce que j'avais vu des films d'horreur, j'en ai vu plein. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la protection de se dire que c'est pas réel. Et
C'est après que je me suis rendu compte que ça pouvait être choquant, et notamment en tombant sur une image, c'était un site d'image board, donc c'est un site en fait qui s'appelle 8chan, je crois, 8chan. Et c'est connu, il y a aussi 4chan qui existait avant. C'est un site où n'importe qui peut mettre des images en restant anonyme. Donc on retrouve des images totalement stupides, comme sur un forum normal, hein, avec des mèmes en tout genre. Et là, sur ce site, j'étais tombé, je sais pas si c'était 8chan ou un autre truc, hein, mais il y avait des images comme ça, et je suis tombé sur une image d'un type qui avait posté une image absolument atroce, et c'est même pas une vidéo, hein, c'est une image. Et je peux vous dire que cette image-là, je ne dirai pas ce que c'est, je ne dirai jamais ce que c'est, mais c'est une image qui m'a traumatisé. Juste après, j'ai coupé le truc et je me suis barré. Donc, c'est pas une légende, il y a vraiment des saloperies là-dessus, pour peu qu'on mette le nez dedans, qu'on regarde un peu, et il faut faire attention. Il faut pas être trop curieux. Et je m'en suis voulu parce que ça m'a appris beaucoup de choses, mine de rien, parce que ça m'a appris qu'à un moment donné, on peut atteindre les limites de la curiosité et qu'il faut éviter d'aller trop loin. Moi, je suis curieux par nature. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu de sociologie, etc. Et je m'intéresse aux sciences humaines parce que j'ai une curiosité pour tout ce qui est tabou, etc. Parce que le tabou révèle énormément de choses d'une société. Et le deep web est tabou, est un endroit où on peut trouver des tabous. Donc, ça peut attirer des personnes curieuses comme moi, qui s'intéressent au côté obscur des choses, au côté mauvais. Je me suis aussi intéressé à la criminologie, etc. parce que j'aime voir ce qui est dissimulé, ce qui est caché. Ou ce qu'on ne comprend pas, tout simplement. Pas forcément ce qui est caché, mais ce qu'on ne comprend pas. Ce qu'on ne peut pas comprendre et ce qu'on ne peut pas appréhender parce qu'on ne connaît pas. J'avais d'ailleurs commencé à la base, je voulais écrire quelque chose là-dessus, parce que j'écris, et je voulais écrire une sorte d'enquête là-dessus, etc. Finalement, j'ai pas écrit parce que ça me rappelait pas des bons souvenirs, que j'avais envie d'oublier ça un petit peu, tout simplement parce que y a des choses assez difficiles. Et donc voilà, c'est pas une légende, il y a vraiment des trucs atroces là-dessus, et je déconseille fortement d'y aller, donc pour les raisons que j'ai citées, d'une parce que c'est dangereux, pour votre PC, et voire peut-être plus, hein, on ne sait pas après. Enfin, c'est dangereux pour votre PC, et c'est dangereux pour votre santé mentale, tout simplement, parce qu'il y a des sales trucs. Et donc voilà, c'est pas facile d'y accéder, etc. Donc ça sert à rien d'y aller. Et donc voilà, vous voyez, quand j'en parle, j'ai du mal, hein, parce que c'est un mauvais souvenir. Et dans tout ça, j'ai complètement oublié de parler du piratage et des pirates. Alors, on va y aller, hein. Qu'est-ce que je pense du piratage ? Eh bien, moi, je suis plutôt pour une certaine forme de piratage, c'est-à-dire un piratage modéré. Je vois Internet comme un lieu de liberté. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on a parlé dans cette émission, c'est un peu de liberté. Et on a vu que l'excès de liberté, finalement, amène à des excès. Hein, je me répète, j'ai répété le mot excès, mais la liberté va avec l'excès. Et pour garantir une liberté saine, il faut la limiter un petit peu. La liberté, c'est une valeur pure, mais qui n'existe pas. Et si on ne la limite pas, l'homme est fait de telle sorte qu'il va avoir tendance à abuser. Et pour le piratage, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... quand on commence à pirater, on a du mal à s'arrêter, et on commence à pirater de plus en plus de gros logiciels ou de plus en plus de films. Par exemple, on pirate un film, on va en pirater 15. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je m'explique. En fait, il n'y a pas qu'une seule forme de piratage. Il y a autant de formes de piratage que de pirates. Il y a celui qui pirate un petit film de temps en temps, et il y a celui qui va pirater la webcam, je sais pas, d'une fille pour la voir à poil et violer sa vie privée. Il y a celui qui va pirater un site pédophile pour contrer justement des abus sur Internet et que la police ne pourrait pas forcément régler. Il y a les Anonymous d'un côté et de l'autre, il y a par exemple un type dont j'ai pas parlé encore, une affaire sérieuse que j'ai complètement oublié de parler, qui est connu, qui est un pirate israélien dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, qui s'est spécialisé dans le piratage de numéros de téléphone et qui s'amuse notamment à faire des canulars entre guillemets, qui n'en sont pas,
et qui sont assez graves. Parce que c'est un Israélien en fait qui est donc contre tous les antisionistes, etc. Moi je suis pas trop dans la politique, etc. Et je suis pas antisioniste spécialement. Je ne suis pas sioniste non plus. Mais il a appelé, en fait, il voit des antisionistes partout. Donc en fait, c'est un complotiste à l'envers, hein, quelque part. C'est qu'on a l'habitude de voir des complotistes qui voient des juifs partout et qui s'en méfient. Et lui, c'est l'inverse. Lui, il voit des antisionistes partout. Et en fait, il fait des canulars contre des gens qui parfois ne sont pas du tout antisionistes. Mais notamment, il a fait un canular contre un type qui avait fait un papier contre lui. Et il n'était pas d'accord avec ce papier. Et il a appelé ses parents. En faisant croire à ses parents que le journaliste qui avait écrit un mauvais papier sur lui était mort. Et donc les parents étaient sous le choc, et en plus il leur a parlé comme à des merdes, hein. D'ailleurs la vidéo était il a posté la vidéo sur internet tout fièrement, etc. Et le père est décédé 3-4 jours après d'une crise cardiaque. Et le médecin a dit que c'était pas forcément étranger au stress. Donc voilà, et suite à ça, ce hacker en question a fait une vidéo en rappelant le fils qui avait perdu son père, le journaliste qui avait perdu son père, et pour se moquer de lui encore. Il a également appelé quelqu'un qui s'appelle Sylvain Durif, qui est un illuminé, pour se moquer de lui, se foutre de sa gueule, alors que Sylvain Durif n'est pas un antisioniste, jusqu'à preuve du contraire. En le soudoyant, en le menaçant, en lui faisant peur. Que Sylvain Durif, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé mentalement. Enfin, d'après moi, hein, après, encore une fois, c'est un jugement, mais qui croit aux extraterrestres, qui croit qu'il est lui-même une sorte de raélien, de Jésus réincarné, enfin tout un bordel un peu mystique. Et il l'a totalement humilié, gratuitement finalement, sous prétexte que cette personne-là est un peu je dirais, à mon avis, faible psychologiquement. Il s'est amusé à insulter tout un tas de gens. Il a fait aussi ce qu'on appelle, j'ai oublié de parler de ça également, un sujet long encore, on pourrait en parler pendant des heures, mais le swatting. Le swatting qui est une pratique justement de certains pirates, notamment vers les youtubeurs qui font du streaming live, qui jouent aux jeux vidéo et en même temps qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo. Et il y a un de ces youtubeurs qui s'appelle Bibix qui a été victime de ce hacker là et qui s'est retrouvé donc avec en fait le principe c'est que le hacker appelle la police en expliquant que y a un terroriste qui s'appelle donc pour le cas Bibix et qui habite à tel endroit, donc en récupérant l'IP, etc. il se renseigne sur l'adresse du type, etc. Et apparemment Bibix avait dit beaucoup de choses sur lui, donc il s'était fait avoir. Et il s'est retrouvé avec des gendarmes chez lui, du GIGN, etc. Et c'est une blague qui peut clairement mal tourner parce que, je sais pas, un faux mouvement et une balle vite partie, et ça peut être très dangereux. Les GIGN sont armés jusqu'aux dents, ils sont sûrement très nerveux quand ils rentrent dans la maison d'un présumé terroriste. On ne sait pas ce qui peut se passer, le youtubeur surpris peut très bien sortir une arme et ça peut amener à des drames. Et pour le cas du père de journaliste, ça a été un drame. Et cette personne sévit en toute impunité jusque-là, apparemment. Donc ça, pour moi, c'est le mauvais côté des pirates. Donc il y a les gentils, il y a les méchants pirates. C'est comme du temps où il y avait des pirates qui voguaient sur les mers. Il y a des gentils et des méchants. Et pour en revenir par contre à un truc plus spécifique qui est le piratage culturel, on va dire, pour les produits culturels, là, je vais vous dire, je serai moins sévère. Que tout le monde puisse avoir accès à la culture, c'est quelque chose de génial. Mais après, il faut pas évidemment que ça desserve notamment les jeunes artistes ou les jeunes créateurs ou les jeunes réalisateurs qui font des petits films. Donc moi, pour ma part, je suis pour, je dirais pas ce que moi je fais, hein, mais vous aurez compris. À la limite, ça me choque moins qu'on pirate un film qui fait des millions de vues, qui a déjà rapporté des millions. Exemple, je vais dire une bêtise, mais Avatar, qu'un petit film d'auteur d'un mec qui a du mal à se faire produire en salle ou ce genre de truc. Ou même un petit documentaire, etc. Où là, je suis pour qu'on l'achète, quoi, qu'on achète le DVD. Mais honnêtement, quand je vois des gens comme Madonna qui vont se plaindre du piratage, ça me fait doucement rigoler. Et je crois que j'avais dit ça déjà j'en avais parlé un petit peu dans l'émission 2.
Mais en gros, quand vous n'êtes pas connu, vous avez tout intérêt à vous faire connaître, et donc le piratage quelque part peut vous faire connaître sur Internet. Et quand vous êtes immensément connu, ça va pas trop vous faire de mal au niveau du porte-monnaie, vous voyez. Donc le piratage, pour moi, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave, sauf quand c'est effectivement pour des jeunes artistes ou des jeunes créatifs, et que là, il vaut mieux aller l'acheter pour le soutenir. Mais je suis désolé, je ne dénoncerai pas les gens qui piratent des films de temps en temps, ou des séries, ou ce genre de choses, parce que vu le prix du DVD, etc., et que moi je suis pour l'égalité culturelle, enfin l'égalité à l'accès à la culture. C'est-à-dire, pour moi, la culture, ça devrait être gratuit. Pour moi, un livre, on devrait le payer après l'avoir lu. Parce que des fois, on va acheter un livre 3 €, il va nous marquer pour toute une vie. Simple exemple, Cyrano de Bergerac dans mon cas. Et des fois, on va acheter un bouquin 10 balles, super bien broché, très joli, avec une superbe couverture, qui va s'avérer être une purge, tout simplement parce qu'on va pas aimer l'univers, ou qu'on va trouver ça mal écrit, etc. Et voilà, et quelque part, il y a cet aspect-là. Dans la culture, c'est tellement subjectif que moi, j'ai cet aspect un peu utopiste, où j'estime que tout le monde devrait avoir accès à la culture sur un pied d'égalité. Ce qui créerait quelque part une société plus juste, parce que le savoir et la culture est un moyen de discrimination sociale. Là, je vais en revenir à Bourdieu, je vais encore parler de Bourdieu, mais bon, globalement, quelqu'un qui s'exprime bien, qui connaît des sujets hautement politiques, ou qui va avoir un vocabulaire très poussé, ou dernièrement il y a eu la réforme de l'orthographe, quelqu'un qui va avoir un super bon orthographe, socialement il sera plus accepté, il pourra plus monter dans les hautes sphères, etc. Donc si on offre le droit à la culture pour tout le monde, que ce soit pour les films, etc., et le piratage, ça rentre un peu là-dedans, parce qu'on peut pirater, on n'est pas obligé de pirater des films, on peut pirater des livres audio, ou ce genre de choses, ou des livres, des Kindle, format Kindle, là, qui permettent de lire sur les liseuses, ou sur l'ordinateur. Et tout ça, quelque part, ça participe à la culture, et à égaliser, on va dire, le savoir entre les gens. C'est-à-dire que même les prolétaires, comme on les appelait à l'époque, ou en tout cas les gens de classe populaire, peuvent avoir accès à une certaine culture dont ils n'auraient pas le droit forcément. Et il y a notamment les conférences, etc. Moi que j'utilise personnellement, parce que je suis autodidacte, donc je regarde pas mal de conférences et tout, et ça, c'est génial pour les gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller à l'université. Moi, j'y ai été pas assez longtemps à mon goût, mais j'y étais un petit peu. Et ça m'a permis de poursuivre un petit peu, et de m'intéresser aussi à d'autres matières auxquelles je ne m'intéressais pas forcément dans les sciences humaines, en l'occurrence. Et donc ça, c'est génial. Ça, c'est l'aspect positif du piratage. Je fais une grosse pub pour le piratage. Non. Après, comme je vous dis, voilà, je vais pas dénoncer le piratage. Parce que je pense que comme beaucoup, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Après, je vais pas être trop explicite parce qu'on sait jamais, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà. Donc, je vais clôturer l'émission. Alors, je suis fatigué parce que je vous explique globalement, là, je vous raconte un peu ma life, mais j'ai galéré pour le montage parce que j'ai commencé à monter la partie 1 et le début de la partie 2. Et j'ai eu un gros bug avec mon logiciel de montage qui m'a juste détruit le moral. Donc, je dois avoir une voix bien déprimée. Et c'est vrai que le sujet était grave. En plus, on a parlé de choses assez graves. Ça a remémoré des choses aussi. Alors, je suis conscient que je ne suis pas rentré dans le fond du sujet sur notamment le deep web, etc. Parce que je veux que ça reste quand même une émission à peu près tout public, et qu'en plus, mon objectif, c'est pas de traumatiser tout le monde. Donc, j'en ai dit suffisamment, je pense, pour vous informer correctement. Parce que l'objectif, c'est d'informer un petit peu. Voilà. Pour terminer, je dirais que déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Parce que c'est une longue émission, et donc votre curiosité vous honore, et en tant que curieux, je vous félicite pour votre exploit d'être arrivé jusqu'ici dans un podcast audio sur YouTube, ce qui n'est pas évident. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. On se rend pas compte, mais c'est du boulot, hein. Moi j'ai pas mal bossé sur cette émission. Là je suis en train de je suis en train de me plaindre. C'est ce logiciel, il m'a tué, je vous assure, il m'a tué.
Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, etc. N'hésitez pas à me proposer des sujets aussi. Et oui, il y a un autre projet aussi que j'aimerais mettre en place si possible. Si vous passez par là et que vous écrivez et que vous voulez que je mette à l'oral un de vos écrits, comme ça a été le cas pour John O, pour qui j'ai lu et j'ai mis, on dirait en mise en image et en son, sa nouvelle, qui est Un dernier pour la route, que vous pouvez écouter, que je mettrai peut-être dans une autre émission, je verrai, ou j'en mettrai peut-être une autre, une d'Efkins, je sais pas, je verrai. Mais ça m'intéresserait de pouvoir travailler avec d'autres gens, pourquoi pas. Après, bon, il y a le souci des droits d'auteur, etc. Je veux pas qu'on m'embête après parce que quelqu'un regretterait, ou je sais pas, bon, ça m'étonnerait, mais voilà, si vous êtes un petit auteur anonyme, etc., et que vous me donnez une garantie écrite ou quoi que ce soit, je peux vous le faire. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura pas trop plombé le moral, parce que c'est pas toujours très gai mes émissions. Là, en fait, j'ai fait une sorte de triptyque vraiment basé sur Internet. Je vais voir si je peux parler d'autre chose peut-être qu'Internet, parce que je me suis énormément axé sur Internet pour ces 3 premières émissions. Et ça s'est fait un petit peu tout seul, sans réfléchir finalement. À chaque fois, je pensais à un truc et je disais, tiens, j'ai parlé de ça, mais je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça. Donc ça s'est pas mal axé sur Internet. Je pense que ce sera peut-être plus culturel, peut-être plus sur le cinéma et sur les bouquins les prochains. Mais je verrai, de toute façon, je vous tiens au courant. Je pense que je vais ouvrir une page Facebook aussi pour me diffuser, parce que pour l'instant, là, là à l'heure où je vous parle, ça va peut-être changer, mais j'ai pas énormément de vues, j'ai pas d'abonnés. Donc je fais ça surtout pour moi, pour m'amuser. Mais ça va pas continuer longtemps comme ça, parce que si y a pas de débat, y a pas, je vais pas parler tout seul, quoi. Donc je vais arrêter la chaîne s'il y a personne, quoi. Ça sert à rien de continuer tout seul. Donc même si ça m'amuse quelque part, ça m'amusait de le faire en fait, parce que justement je voulais le faire pour le challenge de faire une émission de radio tout seul, etc., pour voir ce que ça donnerait. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas d'interactivité, ça sert à rien, parce que maintenant je sais comment on fait à peu près. Comme vous avez vu, j'ai habillé tout ça, j'ai habillé toute l'émission avec des musiques, des génériques, tout ça, c'est ce qui m'amusait au départ à faire. Mais je vais pas parler des heures tout seul en fait, si vous voulez. C'est extrêmement triste ce que je raconte. Donc s'il vous plaît, donnez-moi un pouce vert si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et commentez, surtout, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous commentiez, parce que l'objectif, ce serait de créer des débats autour des sujets, quoi. Donc voilà, si ça vous a plu, likez, commentez, et on se retrouve bientôt, je l'espère. De toute façon, moi, je vais continuer de toute façon en parallèle les nouvelles, et voilà, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour les chroniques de la moderne. Incha Bouddha. Bisous. Sucez-moi la bite. Cliquez, bande de salopes. Laissez des commentaires, bande de salopes.